C'était pas mon premier choix, pour être honnête. Mon premier choix était le Vietnam, mais j'ai dû trouver une alternative au Vietnam parce que le Vietnam ne voulait plus de moi. J'ai été victime d'une fraude. Les policiers se sont présentés à mon centre. Alors, il y a eu une enquête qui a pris plusieurs mois où j'étais captif de la ville où je devais rester. J'étais traité comme un criminel. De toute façon, on avait saisi mon passeport, donc je ne pouvais pas aller très loin. Et pour me remercier, le département d'immigration m'a gentiment invité à quitter le pays. Ma question était, est-ce que je peux y vivre? Est-ce que je peux vivre de mon travail en Thaïlande? C'est mon expérience. Tout est question de contact. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je ne suis pas seul, j'ai une famille, j'ai une conjointe depuis 2 ans qui est thaï, nous avons un petit garçon de 6 ans aussi à la maison. 40 000 bahts, 45 000 bahts par mois. Alors, salut Michel, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Petite parenthèse les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter la vidéo, c'est très important pour le référencement. Alors dis-moi Michel, depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Ça fait 2 ans, ça fait un peu plus de 2 ans déjà. D'accord. Ouais. Et pourquoi la Thaïlande alors? La Thaïlande s'est présentée au départ comme une alternative. Parce que lorsque j'ai quitté le Canada, il y a déjà presque 10 ans, au départ, c'était pour aller vivre au Vietnam. C'est le Vietnam qui avait attiré mon attention pour différentes raisons et j'y ai vécu 7 ans avant de quitter le Vietnam pour la Thaïlande. Qu'est-ce qui t'a plu alors dans la Thaïlande? Qu'est-ce qui t'a accroché en fait? Ben, en fait, au départ, c'était pas mon premier choix, pour être honnête. Mon premier choix était le Vietnam, mais j'ai dû trouver une alternative au Vietnam parce que le Vietnam ne voulait plus de moi. Ah ouais? Comment le Vietnam ne voulait plus de moi parce que j'ai été victime d'une fraude au niveau d'un permis de travail. J'enseignais là-bas pour une école et puis, à ma grande surprise, un jour, il y a eu une vérification des documents légaux. Les policiers se sont présentés à mon centre et m'ont fait comprendre en vietnamien que mes documents étaient faux. Alors, il y a eu une enquête qui a pris plusieurs mois où j'étais captif de la ville où je devais rester. J'étais traité comme un criminel. T'étais quoi? T'étais en prison? Non, j'étais chanceux. Je pouvais. Sous surveillance? Mais j'étais dans une petite ville et on me faisait comprendre que j'avais tout avantage à y rester. De toute façon, on avait saisi mon passeport. Ah ouais, d'accord. Donc, je pouvais pas aller très loin. Et longue histoire courte, plus de 4 mois plus tard, lorsque l'enquête policière a démontré que je n'étais pas impliqué, parce que je n'étais pas du tout au courant des démarches qui avaient été faites par mon centre d'anglais, alors on m'a innocenté. Et pour me remercier, le département d'immigration m'a gentiment invité à quitter le pays. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même une histoire assez compliquée, assez lourde. Particulière, ouais. Et donc comment que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton départ du coup? Ben en fait, initialement. T'as eu un délai? Ben initialement, j'ai dû retourner chez moi au Canada. Je devais aussi par la même occasion renouveler mon passeport. C'était la première et la plus importante étape. L'immigration au Vietnam me disait: quittez le Canada, quittez le Vietnam, allez renouveler votre passeport et revenez. Vous serez le bienvenu, mais par la grande porte. Donc, ne revenez pas, très important, ne revenez pas avec un visa touriste à ne pas faire au Vietnam. Revenez avec une lettre spécifiant une promesse d'emploi d'une école et à partir de laquelle vous pourrez obtenir un nouveau permis de travail. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu
une entente écrite avec une école. Et lorsque est venu le moment de quitter et de revenir au Vietnam, ben, à ma grande surprise, j'ai découvert que c'était impossible pour moi d'avoir un visa au Vietnam. Et j'ai payé. J'ai payé une compagnie pour enquêter parce que je voulais savoir le fin fond de l'histoire. Et on m'a indiqué que j'avais été blacklisté. Donc, j'étais mis sur une liste. Pour une période de 2 ans, je ne pouvais plus retourner au Vietnam. Du tout rentrer sur le territoire, quoi. Voilà. Merci, Vietnam. Et donc, du coup, c'est ce qui t'a incité à changer et à venir en Thaïlande? Oui, parce que pour moi, quand j'ai quitté le Canada il y a, déjà presque 10 ans, pour moi, c'était un départ vers l'Asie et il n'y avait pas peut-être, il n'y avait pas de conditions pour revenir dans mon pays. J'avais cette attitude de dire ça va être ma nouvelle demeure, ça va être mon nouveau chez moi en Asie. Donc, j'ai cherché pour des alternatives. Bon, à quel endroit est-ce que je veux vivre maintenant? J'avais déjà visité la Thaïlande à plusieurs reprises au cours des années. J'aimais bien. Mais ma question était, est-ce que je peux y vivre? Est-ce que je peux vivre de mon travail en Thaïlande? Oui, parce que c'est toujours différent. En fait, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la différence entre aller dans un pays pour les vacances et y aller pour y vivre. Très vrai. C'est très, très vrai. Et je persiste à dire que le Vietnam est un endroit fascinant, magnifique pour voyager, mais je déconseille aux gens. OK, je suis très, très drastique à ce niveau-là. Après 7 ans d'expérience là-bas, je déconseille aux gens d'y aller pour y vivre. De toute façon, pour les gens qui écoutent, qui sont un peu plus âgés, il n'existe pas de visa de retraite au Vietnam. Ah ouais, d'accord. Donc, ne pensez pas y passer très longtemps, c'est impossible. Comment ils font les personnes âgées là-bas? Les personnes... Il n'y a pas l'équivalent comme en Thaïlande, un visa élite ou un visa... Non. La corruption étant ce qu'elle est en Asie, il y a des gens âgés qui y vivent parce qu'ils ont eu des contacts, ils ont pu obtenir par le passé des privilèges et y vivre. Mon expérience, c'est que depuis COVID, les critères se sont resserrés énormément et je doute fortement que ce soit encore possible de faire de certaines choses qu'on pouvait faire à l'époque. Voilà. Alors que en Thaïlande, c'est tout le contraire. En Thaïlande, c'est possible d'avoir un visa retraite et c'est le visa que j'ai obtenu. Si ma mémoire est bonne, on peut obtenir un visa retraite à partir de 50 ans. C'est ça, exactement. Je vais avoir 58 ans la semaine prochaine. Donc, pour moi, c'était le meilleur choix, considérant que les écoles, qu'elles soient en Thaïlande ou au Vietnam, ne répondent pas à mes critères d'excellence. Et le fait que je peux travailler en ligne, et c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais aussi au Vietnam, parallèlement au travail que j'avais dans les écoles. Je travaillais aussi en ligne. J'avais des étudiants, j'ai eu des étudiants chinois depuis presque mes tout débuts en Asie. Et je continue de le faire, mais maintenant, l'avantage, c'est que j'ai un statut de retraité en Thaïlande qui me permettent de vivre ici, d'avoir un visa que je renouvelle à tous les ans. Et je peux savoir comment tu as eu ton visa? Est-ce que tu es passé par une agence ou est-ce que tu as fait les démarches toi-même? Je pense que c'est très difficile de faire des trucs par soi-même. Il y a des gens qui le font. Je le déconseille. Je le déconseille tout simplement parce que, la façon nord-américaine, OK, moi je suis nord-américain. C'est du Canada? Du Canada, du Québec. On est habitué à faire les choses nous-mêmes. On prend les informations, on fait les trucs nous-mêmes. Ça ne fonctionne pas comme ça en Asie. En Asie, tout est question, encore là, c'est mon expérience, tout est question de contact. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors, pour éviter bien des embûches, bien des tracas, souvent, c'est préférable de payer un peu d'argent et quelqu'un va s'occuper
de ces choses-là pour nous. Ben justement, les amis, j'allais en venir à ça. Pour tous vos visas vers la Thaïlande, je vous conseille Visa Thaïlande. Ils font tout ce qui est visa pour la Thaïlande et les visas Schengen également. Donc n'hésitez pas à les contacter via mon lien. Il y a le lien dans la description de vidéo. Allez cliquer dessus et ça vous emmènera directement sur le site. Est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle exemption de visa de 60 jours qui a commencé là depuis le 15 juillet? Oui, ben, j'ai lu comme les gens, comme tous. Je pense qu'il y a à peine quelques jours, c'était pas encore en application. Ça a été comme bien souvent, ça a été annoncé au dernier moment, le jour même. Oui. Il n'y avait pas d'annonce préalable. Oui. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos aussi, un Canadien qui a une chaîne aussi YouTube qui faisait une vidéo récemment qui expliquait que c'est la façon de faire en Thaïlande. Souvent, des nouvelles informations concernant les visas vont être publiées dans les journaux, dans les médias. Boum! Mais c'est pas encore en application. Ah non, donc, et puis moi c'est ce que je dis toujours en fait, c'est qu'il faut jamais le prendre vraiment au sérieux tant que c'est pas inscrit dans la Gazette Royale. Que tant que c'est pas dans la Gazette Royale, en fait c'est pas officiel et c'est pas appliqué. Donc il y a beaucoup de gens, ils voient sur les réseaux, tiens par exemple l'exemption de visa de 60 jours, ils en ont parlé depuis je crois ça 2 mois. Ils avaient annoncé ça, tout le monde avait annoncé ça pour le 1er juin et patatras, en fait voilà, ça a été effectif qu'à partir du 15 juillet. Donc beaucoup de personnes se sont fait avoir, avaient pris des billets d'avion et sont arrivés, ils ont cru qu'ils allaient avoir un tampon de 60 jours et en fait pas du tout. Toi, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Donc, tu travailles en ligne, c'est ça? Tu es professeur d'anglais? J'enseigne l'anglais en ligne. Je travaille beaucoup. J'enseigne probablement environ 35 heures semaine, matin et soir principalement. Puis j'ai des étudiants qui sont généralement chinois, beaucoup d'enfants. J'ai quelques étudiants vietnamiens, j'ai quelques étudiants thaïlandais aussi et quelques étudiants canadiens. D'accord. Parce que j'enseigne aussi le français lorsque c'est possible. Okay. Ouais. Et du coup, tu gagnes combien à peu près avec ton activité par mois? Un revenu d'environ 50 à 60 000 bahts. D'accord, donc à peu près 1 500 € par mois. Je te fais confiance. Ouais. C'est à peu près ça. Donc tu vis avec 50-60 000 bahts par mois en Thaïlande ou tu as d'autres revenus pour qu'on... J'ai des revenus, au Canada, ce qu'on appelle un fonds enregistré, un fonds de retraite en fait qu'on peut prélever progressivement à partir de 55 ans. C'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Donc, c'est comme pour moi un revenu d'appoint qui me permet par exemple, de voyager, qui est un petit plus, si on veut dire. Mais principalement, je suis en mesure de vivre de mes revenus ici en Thaïlande. Et je ne suis pas seul, j'ai une famille, j'ai une conjointe depuis 2 ans qui est thaï, nous avons un petit garçon de 6 ans aussi à la maison. Donc, famille de 3, et on vit très bien. On vit très bien ici. Nous louons une grande maison. Donc il te faut combien pour vivre correctement à 3 là comme ça avec ta femme et ton fils? Il te faut combien pour vivre correctement en Thaïlande? Oui, encore là, ça dépend du rythme de vie de chacun, mais je fais pas de dépenses folles. On visite les restaurants 1 ou 2 fois par semaine. J'aime bien jouer au golf à l'occasion. On pratique plusieurs activités sportives. Et on est au golf royal. Et je bois très peu. J'aime un bon verre de vin à l'occasion. Je ne me prive pas. Donc, tu n'as pas un gros train de vie, tu as un train de vie, on va dire, plutôt moyen, normal, classique. Tranquille, famille, à la maison, avec ma conjointe, notre fils, et puis une 40 000 bahts, 45 000 bahts par mois. Donc, c'est amplement suffisant. Avec 1 000 € par mois, tu vis bien à 3 personnes, quoi. Avec ta femme et ton fils. C'est assez fantastique, hein? Ouais. Quand je compare, par exemple, avec le Canada, je lisais récemment à quel point le coût de la vie
est devenu dispendieux au Canada depuis que j'ai quitté. Et, comme en France, hein, c'est devenu... J'en revenais pas. Là. La maison qui, par exemple, quand j'ai quitté le Québec, la maison qui coûtait, par exemple, 300 000 $ canadiens a facilement doublé en 10 ans. Donc, facilement 600 000 $ canadiens en moyenne. Et je me suis amusé aussi à comparer avec les revenus des gens. Et puis, bien, évidemment, les revenus n'ont pas doublé là, pour les Canadiens ou pour les Français. Je suis convaincu que c'est la même chose en Europe. C'est exactement pareil. Ouais. Est-ce que ton expatriation a été compliquée à ton arrivée? C'est une bonne question. Je pense que ça prend du temps parce que il faut apprendre à ouvrir la façon dont on pense. On regarde, est-ce que c'est tellement différent? On ne peut s'imaginer à quel point c'est différent. Tous les petits détails de la vie, la communication avec les gens, quand on dit la culture, la culture, c'est avec un grand C. Il y a énormément de différences et moi, ignorant de l'Asie, quand je suis parti du Québec, j'avais l'impression que c'était toute la même chose. En Asie. Et non, je peux vous dire que le Vietnam, c'est une entité en soi. La Thaïlande, c'est une entité aussi. La Corée, le Japon, tous les pays, la Chine, tous les pays ont un caractère très distinct. Et il faut apprendre. Et je pense qu'il faut résister à juger. Parce qu'au départ, on a tendance à juger très rapidement. On dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? » Parfois, oui. Puis qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont stupides? De toi de le penser des fois? Très souvent. Ouais, et encore parfois. OK. Mais lorsqu'on apprend à découvrir, à comprendre, on réalise que, il y a des gestes qui sont stupides. Il y en a énormément qu'on peut voir avec des expats aussi, en passant. Peu importe l'endroit où on est, vous pouvez demander aux Thaïlandais ce qu'ils pensent parfois des étrangers. C'est la même chose, hein? On n'est pas... on n'est pas... Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde est différent, chacun a sa façon de faire. Et voilà. Après, il faut juste être ouvert d'esprit, accepter l'autre. Et, voilà. J'ai on dit une diapositive, j'ai une image auquel je pense toujours depuis que je suis en Asie. Ce sont deux personnes qui sont une en face de l'autre. Le premier regarde au sol et voit un numéro qui est le numéro 6. La personne qui est en face regarde et dit « non, c'est un 9 ». Pour moi, c'est ça l'Asie. Des angles différents, le même truc au sol. Qui a raison? Est-ce que c'est la personne qui voit le 6, la personne qui voit le 9? Voilà, c'est ça. Donc, oui, il y a des trucs que je n'accepterai jamais en Asie. C'est normal. Je suis Canadien. Je pense qu'on peut quand même dire que la Thaïlande fait bien, mais c'est quand même un pays, je pense, en développement. On change complètement de sujet. Est-ce que tu as une assurance santé? Oui. D'accord. Ah oui, mais comme tu es Canadien, c'est peut-être différent. Tu as une assurance santé là, tu prends ici en Thaïlande? Oui, parce que à partir du moment où on vit plus de 180 jours à l'étranger, j'ai appris que c'était essentiel d'avoir une assurance santé pour couvrir. De toute façon, je crois que c'est même obligatoire avec ton visa retraite, normalement. Je ne me rappelle pas si on me l'a demandé, mais je pense que ce serait un non-sens. Ce serait un non-sens de venir dans un pays étranger sans assurance. J'ai vu des gens... Surtout à un certain âge. T'as quel âge? Oui, j'ai 57 ans. J'ai vu des gens voyager et devoir, comment on dit, quêter. On dit, faire la manche. Faire la manche pour pouvoir obtenir des sous, pour pouvoir payer leurs frais d'hôpital ou pouvoir retourner à la maison.
Quel bel exemple, hein? Quel bel exemple. Non, ne faites pas ça. Prévoyez un budget pour couvrir vos assurances santé, c'est essentiel. Il y a d'excellents soins de santé en Thaïlande en passant. C'était ma carrière auparavant. Donc, j'ai travaillé dans des hôpitaux plus de 20 ans quand j'étais au Québec et j'ai toujours été impressionné par les soins de santé en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous dire quelle assurance et combien tu payes? J'ai renouvelé il y a à peine un mois et j'ai opté pour AXA. AXA Assurance, qui est une compagnie internationale. Ouais, qui est connue en France. Qui est connue au Québec aussi. Donc, voilà, assurance santé, principalement les soins à l'hôpital. Mais il y a aussi différentes couvertures. Donc, tu es couvert en cas d'hospitalisation, d'opération, de choses comme ça. Voilà. OK. Et tu payes combien alors, du coup, par mois? Le total pour un an, 25 000 bahts. 25 000 bahts. L'année? Pour l'année, oui. Donc, c'est pas cher du tout. J'ai comparé. Bon, c'est toujours bien de comparer. Et, en sachant que tu as 57 ans, hein, parce qu'il faut savoir que les assurances en Thaïlande, ça fonctionne, enfin, pas qu'en Thaïlande, mais ça fonctionne avec l'âge, par tranche. Voilà, c'est progressif. Oui. Oui. AXA, en passant, ce que j'ai aimé, je peux le dire, ce que j'ai aimé, c'est que ça va faire 2 ans que je suis avec eux, ils ne m'ont jamais demandé un examen médical. Sachez que plusieurs compagnies d'assurance vont vous demander un examen médical. Pour savoir si vous avez des pathologies déjà. Voilà. Et donc, vous pouvez être refusé si vous avez quelques problèmes que ce soit. Soucis, ouais. D'accord. Petit truc qui peut vous aider, les amis, pour les touristes, si vous venez en vacances en Thaïlande, sachez qu'il y a une assurance qui est complètement gratuite pour les touristes, qui est en marche depuis peu de temps. C'est valide jusqu'au 31 décembre. Donc si vous venez en Thaïlande avant le 31 décembre, vous pouvez être bénéficiaire. Il suffit d'aller sur le lien Thailand Traveler Safety ou alors directement aux aéroports à Bangkok. Quand vous arrivez, il y a un service exprès pour ça. Vous demandez, je sais pas, service d'information et ils vont vous aiguiller sur cette chose-là. Moi, je vous conseille vraiment de la prendre. C'est 100% gratuit et ça vous couvre en cas d'accident, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille. Bon conseil. Alors, tu disais que tu vivais dans une maison, dans une villa. Oui. Tu l'as acheté ou tu loues? Non, je n'achèterai jamais une résidence en Asie. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes avec ça, que ce soit la construction qui n'aboutit pas, que ce soit parce qu'il y a une séparation. Bon, parfois, les gens rencontrent ici en Thaïlande une conjointe, se marient, tout va bien, c'est la lune de miel. Et on achète une maison et on la met au nom de la dame, parce qu'ici, il faut être propriétaire du terrain. C'est compliqué, on ne peut pas faire comme on veut. Non. Et le jour où, malheureusement, la relation éclate, madame peut dire à monsieur, pars avec ta maison. Pars et je garde la maison. Je garde le terrain ou pars et je garde tout. Et ça arrive. Donc, pour moi, c'est... J'ai quitté cette vie où on a à payer une hypothèque à chaque mois. J'ai quitté cette vie. J'adore cette liberté-là de pouvoir facilement ici louer une maison meublée. On loue les maisons meublées. Et le jour où j'en aurai assez et que je voudrais passer 6 mois en Espagne ou aller visiter une autre région ou un autre pays, ce sera très facile pour moi. Donc, il n'y aura pas de contraintes de ce côté-là. Après, il y a d'autres personnes
pour qui ça se passe très bien, qui achètent des biens en Thaïlande et qui sont très heureux, qu'il n'y a pas de soucis. Ah, bien sûr. Puis je pense que ça peut être un excellent investissement. Si on parle d'ici, Houayin en particulier, tu as peut-être déjà couvert le sujet, mais... Ah oui, bien sûr. J'ai fait une vidéo la semaine dernière justement sur les achats de condos, tout ça. D'ailleurs, je vous mets la fiche dans le coin de l'écran si vous voulez aller la regarder. Et du coup, alors tu loues combien ta villa? C'est quoi comme... C'est 20 500 bahts par mois. Une villa avec piscine? Il y a un accès, c'est ce qu'on appelle un village. Il y a une piscine commune. On est à peu près les seuls à l'utiliser, donc c'est comme une piscine privée. Un village d'environ 20 maisons, avec un accès sécurisé, ce qu'on appelle un village ici. Donc, il y a un accès contrôlé. Mon fils joue dans la rue, fait du vélo dans la rue, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est fantastique parce que c'est ce que je n'ai jamais trouvé au Vietnam en passant. Au Vietnam, c'est dangereux d'y marcher, c'est dangereux d'y faire du vélo. Ça n'existe pas, les villages comme ça au Vietnam? J'ai déjà vu à Ho Chi Minh des endroits plus de ce type-là, par exemple dans le district 2, qui est très populaire aussi auprès des Français, mais tout est placardé. On a l'impression de vivre dans des quartiers séquestrés avec barricades et il n'y a pas de fenêtres et non, ça me plaisait pas du tout. Mais ici, c'est très facile. Ces petits regroupements-là domiciliaires existent partout. D'ailleurs, pour toi, qui connais bien aussi le Vietnam, est-ce que c'est niveau sécurité, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus dangereux au Vietnam ou la Thaïlande ou je vais vous dire, côté contact avec les gens, c'est aussi sécuritaire dans les deux cas, je vous dirais. Dans les deux pays, j'ai eu des rencontres exceptionnelles. Parfois, on se pose la question, je me pose la question si dans mon pays, les gens auraient été aussi gentils. Perdre un téléphone cellulaire en moto et prendre mon téléphone cellulaire, me rejoindre 1 kilomètre plus loin en me remettant mon téléphone cellulaire. Oui, ça, c'est fantastique. Pour moi, côté dangerosité, le principal facteur, c'est la conduite sur les routes. Et le Vietnam est beaucoup plus dangereux sur les routes, même si les statistiques, il y a des gens peut-être parmi vous qui vont aller regarder les statistiques puis qui vont dire, ben non, Monsieur Michel, sachez qu'au Vietnam, les statistiques, ça n'existe pas. OK? C'est des rapports volontaires et je ne crois pas les statistiques du Vietnam. J'ai vu des trucs au Vietnam que je ne commenterai pas, mais j'ai vu des accidents incroyables au Vietnam à tous les jours. OK? Principalement avec des motos, impliquant aussi des camions lourds. Terrible. L'avantage ici, c'est que les gens semblent respecter un code de la route. Ce que je n'ai jamais vu au Vietnam. Il n'y a pas de code de la route au Vietnam. Mes amis, je m'excuse, il n'y a pas de code de la route au Vietnam. Est-ce que tu es au courant de la nouvelle loi aussi qui concerne le mariage pour tous en Thaïlande? Parlant de, par exemple, gays, lesbiennes, LGBT, les couples homosexuels qui veulent se marier. J'ai vu ça, mais je peux pas vraiment commenter, mais ça ne me surprend pas dans le contexte où la Thaïlande est un pays très ouvert aux différences. C'est un pays bouddhiste, hein? Donc, et ça, c'est une grande différence fondamentale. La tolérance. Voilà. Alors que le Vietnam n'est pas un pays bouddhiste. La plupart des gens n'ont pas de religion au Vietnam. Certains catholiques, peut-être 30% de la population, mais ça a une influence certaine sur le comportement des Thaïlandais. Ce sont des gens très gentils, très généreux, très altruistes et ils sont très, très agréables à côtoyer. D'accord. Donc il faut savoir que cette loi, elle est passée le 18 juin. Donc apparemment, normalement, maintenant les couples homosexuels peuvent se marier en Thaïlande, ce qui n'était pas possible auparavant.
Et est-ce que tu as un véhicule en Thaïlande? Oui, oui. T'as acheté une voiture? J'ai acheté une voiture. J'ai acheté une voiture en Thaïlande. Oui. Au niveau des prix, c'est plus cher, moins cher? Oh, ben, en Asie. Neuf ou en location, en deuxième main? Non, j'ai acheté une voiture de seconde main, de deuxième main. D'accord. Donc alors les secondes mains en fait en Thaïlande c'est on va dire niveau prix c'est pas très intéressant, c'est plus cher que admettons en Europe. Enfin si on fait un comparatif. Par contre le neuf est beaucoup moins cher, c'est à peu près 50% moins cher un véhicule en Thaïlande. Comparativement à la France? Ouais. Ah, ok, pour une voiture neuve? Je sais pas, un Toyota ici, il y a beaucoup de Toyota Hilux par exemple. Ici, un beau Toyota Hilux bien équipé, on peut l'avoir à 650 000, 700 000 bahts. En France, ça va être le double, ça va être 1,4 million. Ouais, moi, j'ai payé 150 000 bahts. J'ai un Ford EcoSport 2014 qui avait 40 000 km comme un état de neuf. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, tu as fait une super affaire à ce prix-là. Oui, et... Tu as trouvé ça par connaissance ou... les petites annonces Facebook et c'est quoi, c'était un étranger ou un Oui, c'était un Suisse un Suisse, ouais, un Suisse qui, je pense, prenait un soin religieux de son véhicule, très bien entretenu, qui voulait changer pour un neuf. Et ça m'amuse parce que un véhicule de 10 ans au Québec, avec la neige, avec la corrosion, avec nos hivers, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Mon véhicule est vraiment comme un neuf. Donc pour moi, ça faisait plein de sens de pouvoir acheter un véhicule avec à peine 50 000 km. Ok. Ouais, donc tu as fait une super affaire, tu as eu un gros coup de chance parce que c'est très rare en Thaïlande. Et niveau papier, alors du coup c'est compliqué quand tu as pu mettre la voiture à ton nom ou tu l'as mis au nom de ta femme? J'ai pu la mettre à mon nom. Ce n'est pas un processus qui est compliqué. Il faut avoir le papier de l'immigration, là, 500 bahts, le justificatif, c'est un justificatif de domicile en fait. Oui, voilà. Donc, contrat de résidence. Voilà. Contrat de résidence. Ton passeport. Le carnet de la voiture. Ici, il faut savoir que c'est pas une carte grise, c'est un livret. Un carnet. Oui, un carnet bleu. Voilà, évidemment, permis de conduire. Moi, mon permis de conduire canadien est expiré. Donc, j'ai dû refaire les démarches ici, suivre le cours théorique et pratique. Ça, c'était ma situation particulière. Mais pour passer le permis taille. Pour pouvoir avoir le permis taille. J'ai le permis taille pour la voiture et j'ai le permis taille pour la moto aussi. Parce que ce sont deux choses différentes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères en Thaïlande? Ce que je préfère, c'est un rythme de vie qui est différent. C'est un rythme de vie qui est plus calme. C'est un coût de la vie qui est beaucoup moindre aussi. C'est l'été 12 mois par année. Ouais. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens de partout dans le monde. Ça, c'est quand même assez fantastique de pouvoir échanger avec des gens qui ont des expériences de vie différentes de partout dans le monde. C'est de pouvoir aller à la plage à tous les jours. Pour moi, le mot qui résume mon expérience en Asie, c'est la liberté. La liberté de choisir, la liberté de dire oui, la liberté de dire non aussi. C'est une grande liberté. Est-ce que tu n'aimes pas en Thaïlande? Ce que je n'aime pas en Thaïlande, j'aimerais pouvoir changer des trucs, oui. J'aimerais pouvoir améliorer le système d'éducation. C'est ma passion, l'éducation. Je vois que les écoles ont beaucoup d'améliorations à faire. Je vois que les gens espèrent... Après, il y a de très bonnes écoles, mais tu parles des écoles publiques. Je parle des écoles publiques, oui. Je ne parle pas des écoles qui coûtent, plus que ma voiture par année. Et est-ce que tu t'imagines partir un jour de Thaïlande, partir vivre ailleurs, quitter la Thaïlande, quoi? Quitter la Thaïlande? Retourner vivre au Canada? J'y pensais encore il y a quelques mois parce que j'ai encore ma première carrière à cœur. Mais
après réflexion, quand je regarde le coût de la vie, je me dis, pourquoi changer? Ici, c'est tellement bien. Par contre, je peux retourner voyager au Canada. J'aimerais bien que ma conjointe et notre fils puissent voir le Canada parce qu'ils en rêvent. Mais au cours des prochaines années, je pense davantage à voyager plutôt que d'habiter dans un autre pays. Je te remercie. On a fait le tour, Michel. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Michel, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.